Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est votre rendez-vous, votre dernier livre, Le cœur lourd, chez Gallimard. Conversation avec Vincent Trémollet de Villers nous emmène dans la France de votre enfance, de votre adolescence, celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, des 30 Glorieuses, de mai 68, de la création de courants politiques nouveaux. Il nous emmène aussi au sein de plusieurs réflexions, Israël, le peuple français, l'immigration, la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et de facto, votre livre nous ramène aux faits d'actualité, ou alors les faits d'actualité nous ramènent à votre livre. C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Conversation avec vous ce matin, Alain Finkielkraut, pendant 1 heure, avec Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Dernière nouvelle du front, j'allais dire, c'est Marco Rubio qui l'annonce. Je pense qu'il est peut-être possible que dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle. On parle bien sûr de la guerre au Moyen-Orient. Des tirs sur la Maison-Blanche ont eu lieu. Et puis, il y a donc les Américains d'un côté et les Israéliens de l'autre. Dans votre livre, Le cœur lourd, il y a beaucoup de références à Israël. La naissance de ce pays, les origines, la genèse, le peuple. Il y a aussi une vraie différence que vous marquez entre Israël et Benyamin Netanyahou. Oui, bien sûr. Elie Wiesel disait « Je ne critique jamais Israël, c'est le prix à payer pour avoir choisi de ne pas y vivre. » Eh bien, je ne suis pas dans la même situation. J'aime trop Israël pour rester silencieux devant les agissements de ses gouvernants, et notamment des ministres fanatiques que sont Israël Katz, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Donc le ministre de la Défense, Israël Katz, Voilà. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure. Voilà. Et Itamar Ben-Gvir vient de faire des siennes. C'est un scandale mondial. Il a diffusé une vidéo où on le voit se pavanant devant des membres d'une flottille pour Gaza, agenouillés et ligotés. Je n'ai aucune indulgence pour ces flottilles. Elles ne sont pas peuplées de militants. C'est bien de le dire, Elles Alain ne sont pas Finkielkraut. peuplées de militants humanitaires, mais de militants politiques alignés sur le Hamas et pour certains d'entre eux, approuvant l'acte de résistance du 7 octobre. Il n'en reste pas moins qu'il est indigne d'agir ainsi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Benyamin Netanyahou le pense et son ministre des Affaires étrangères aussi. C'est une attitude qui est contre-productive pour le gouvernement israélien. Je me fous de savoir si elle est productive ou contre-productive. Elle est indigne. Il est indigne aussi que ce ministre de la Sécurité nationale ait rationné les vivres, les aliments des prisonniers palestiniens. Il est indigne d'entendre Smotrich, inculpé par la Cour pénale nationale, dire qu'il va répondre en évacuant un village de Bédouins près de Jérusalem pour permettre l'extension d'une colonie. Le gouvernement français vient de l'interdire de séjour en France, ministre. Mais il devrait être en prison en Israël. Et moi, la question que je me pose, qu'est-ce que ces deux personnes ont encore de juifs? Qui? Ben-Gvir et Smotrich. Rien. Ben-Gvir est un pogromiste. Je veux dire, c'est pas possible. Il met en péril, justement, non seulement l'âme d'Israël, mais si j'ose, est-ce que votre formule l'âme juive. Est-ce que votre Ce sont formule des n'est mots pas très forts que vous utilisez. Votre formule Oui, votre et je formule les utilise à dessein. Mais votre formule est peut-être dure. Vous pourriez dire qu'ont-ils encore de démocratiques, qu'ont-ils encore de libéraux, mais qu'ont-ils encore de juifs? Peut-être c'est une formule abusive. Pas du tout. Si vous voulez, 2000 ans d'exil, 2000 ans d'études, de persécution, d'humour, pour donner ça, c'est pas possible. Et Théodore Herzl et Ben Gourion aussi doivent se retourner dans leur tombe. Les fondateurs du sionisme ne voulaient pas ces répugnants fanatiques. Et là, d'ailleurs, j'utilise une expression d'un Israélien, d'un grand historien israélien,
Saul Friedlander. Et d'ailleurs, Israël, aujourd'hui, est un pays divisé, déchiré entre les héritiers d'Yitzhak Rabin et les disciples de son assassin. Il est clair que Ben Gvir est un disciple d'Yigal Amir. Et d'ailleurs, il s'en réclame. Permettez-moi d'insister un peu. Quand un Français se comporte très mal, on dit que c'est à la rigueur, c'est un mauvais Français. On ne dit pas qu'il n'est plus français. Quand un Italien se comporte mal, on dit que c'est un mauvais Italien, mais on ne dit pas qu'il n'est plus italien. Pourquoi dire de Ben Gvir qu'il n'est plus juif? Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Même pour un juif sécularisé comme moi, c'est une injonction. Le judaïsme a apporté les tables de la loi. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne mange pas cachère, je n'ai pas du tout été élevé dans la tradition. Mes parents n'ont pas eu le cœur de reprendre la tradition à leur compte parce qu'ils ne vivaient plus sous le regard de leurs propres parents, emportés par la Shoah. Mais il n'en reste pas moins que j'ai les soucis d'être un mensch, comme on dit en yiddish, comme on dit en allemand. Ces personnages ne sont plus des mensch. Ils ne sont même pas, d'ailleurs, les continuateurs de la droite révisionniste Jabotinsky ou Begin. Begin s'arracherait les cheveux. Et ça, si vous voulez, mais alors il faut... Non, mais il ne s'agit pas de les défendre. J'étais étonné par votre formule. Ben oui, mais si vous voulez, vous avez dit je la revendique. Être juif, c'est pas simplement un donné, c'est une exigence. Et simplement, il faut, pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 1967, la guerre des 6 jours. Cette guerre, ça a été le commencement du grand retournement de la gauche. Israël n'était plus un pays de survivants et de pionniers, ça devenait un pays de conquérants. Et nous vivons l'aboutissement de cette métamorphose. Les conquérants, ce sont aujourd'hui des génocidaires. L'accusation des génocides, plus ancienne d'ailleurs que le 7 octobre, est abjecte. Elle vise à nazifier les Israéliens et même à nazifier les Juifs. Mais d'un autre côté, certains Israéliens ont perçu la victoire de la guerre des 6 jours comme un miracle. Ils y ont vu la main de Dieu. Dieu réinvestissait l'histoire séculière d'Israël. Et ça, c'est terrible. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est l'homme qui a donné à Abraham la terre d'Israël. Et tout d'un coup, en 67, on retrouvait Hébron, on retrouvait Jéricho, on retrouvait Naplouse, Sichem dans la Bible. Et ça, c'était le vrai retour. Il n'y a pas de retour à Tel Aviv. Tel Aviv est né en 1909. Donc, c'était un moment exceptionnel. Et ça a tourné la tête d'un certain nombre d'Israéliens, ça a réintroduit un messianisme dévoyé dans la politique israélienne, et on en voit les résultats aujourd'hui. Cette terre nous appartient, les Palestiniens n'ont rien à y faire, donc il n'y a certainement pas eu de génocide à Gaza, c'est encore une fois une absurdité, mais la politique actuellement menée, notamment par Smotrich, en Cisjordanie, en Judée-Samarie, je ne répugne pas à employer ce terme, si vous voulez, est une politique d'une brutalité extrême qui vise à décourager les Palestiniens, non seulement à annexer cette terre, mais à en expulser les habitants arabes. Est-ce que vous distinguez, dans votre analyse de la politique israélienne, Netanyahou, par exemple, à qui on prête peut-être davantage une forme de cynisme que de messianisme, et les ministres que vous venez de mentionner? Oui, bien sûr. Je fais la distinction, et j'aimerais d'ailleurs que si un accord est trouvé entre l'Iran et les États-Unis, comme Marco Rubio semble l'annoncer, figure dans cet accord le désarmement du Hezbollah, qui est une force d'occupation, ce qui est le bras armé de l'Iran, qui a déclaré la guerre à nouveau à Israël en même temps qu'il y avait cet affrontement Iran, États-Unis, Israël. Ce serait vraiment très bien. Le Hezbollah continue d'envoyer des drones. Ça, je ne mésestime pas. Et donc, voilà. Mais simplement, Netanyahou, pour revenir à lui, est cynique. Donc, il veut rester au pouvoir. Et il savait que le prix à payer, c'était d'intégrer dans sa majorité ces 2 ou 3 infréquentables. Et bien qu'il ait condamné Ben Gvir, il continuera à agir ainsi. Et moi, en 1996, lors de son arrivée au pouvoir, j'avais signé un article pour Le Monde. À cette époque, j'étais accueilli dans les colonnes de ce journal, intitulé « Netanyahou, la catastrophe ».
Cet homme est une catastrophe pour Israël parce que ce qui s'impose de toute évidence, c'est la séparation. Il faudrait en Israël un gouvernement de séparation nationale. Ces deux peuples, si on les laisse dans cette promiscuité, vont droit au pire. Brutalisation de la société israélienne, terrorisme palestinien, on n'en finira jamais. C'est quoi? C'est la solution de 2 États, mais qui aujourd'hui paraît totalement improbable ou impossible. Ce qui serait nécessaire, c'est de toute façon un démantèlement d'un certain nombre d'implantations israéliennes, pas celles qui sont accolées à la ligne verte. Et ce qui serait nécessaire, c'est peut-être, plus qu'une solution à 2 États, c'est Israël et une confédération jordano-palestinienne, pour que les Palestiniens eux-mêmes aient un peu d'air. Ça, les Jordaniens n'en Mais veulent plus. c'est vrai, ça paraît très improbable, très improbable. Il n'empêche, il n'y a pas d'alternative viable, Mais ça il n'y vient a avec pas des- d'alternative humaine. Mais ça vient avec des déplacements de population. Vous en avez conscience, ça vient avec ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. On rapatrie cette population, on déplace cette autre, ça fait partie de votre solution. Non, non, pas les déplacements de population. Certains Israéliens installés en Cisjordanie doivent en effet rentrer en Israël. Je n'appellerais pas ça un déplacement de population. Je pense que il n'y aura aucun déplacement des Arabes israéliens. Ça, c'est absolument hors de question. Et il faut que les Palestiniens puissent se sentir chez eux quelque part. Alors, je vois bien les problèmes, si vous voulez. Je vois bien Israël qu'on présente comme un grand empire. Après la guerre des 6 jours, Israël s'est retiré du Liban. Il a eu le Hezbollah. Israël s'est retiré de Gaza. Il a eu le Hamas. Donc beaucoup d'Israéliens pensent que s'ils se retirent maintenant de tout ou partie de la Cisjordanie, ils auront le Hamas aux portes de Tel Aviv. Donc ces Israéliens sont tétanisés à cette idée. Mais là, nous vivons l'alliance mortifère des tétanisés et des fanatiques. Il faut briser cette alliance. Alain Finkielkraut est l'invité du Grand Rendez-vous. Dans un instant, on parle de la France et notamment de la France insoumise. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec notre invité Alain Finkielkraut qui signe Le Cœur lourd chez Gallimard. Entretien avec Vincent Trémollet de Villers. Jean-Luc Mélenchon est aussi passé au crible dans votre livre. Comme beaucoup, vous le présentez comme un personnage complexe, érudit, savant stratège. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est à un peu plus de 10% dans les sondages, mais par le passé, on a vu qu'il remontait assez vite et qu'il y a des chances qu'il figure au second tour. Comment est-ce que vous imaginez une France dirigée par la France insoumise? Ce serait une catastrophe. Ce serait un cauchemar. Jean-Luc Mélenchon n'est pas complexe. Jean-Luc Mélenchon est d'abord cynique, lui, pour le coup. Il regarde les cartes, il regarde les quartiers populaires, il explique à ses troupes qu'il faut se mobiliser pour les jeunes et pour les quartiers populaires. Il leur dit le reste, laissez tomber, ça sert à rien. Premier résultat de cette mobilisation, l'antisémitisme avéré, l'antisémitisme passionné, comme dit Raphaël Enthoven, de la France insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon est antisémite par nature ou antisémite électoralement? Est-ce que c'est du marketing? C'est les deux. Il a commencé par opportunisme et il s'est auto-intoxiqué. Quelques exemples. Éric Zemmour, il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On ne change rien à la tradition. On a la créolisation en horreur. Tout ça, ce sont des traditions qui sont très liées au judaïsme. Jérôme Gage s'agite autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Jérôme Gage et Éric Zemmour, dans le même paquet. Échange avec Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe lui dit « Est-ce que les forces de l'ordre doivent être comme Jésus et ne pas répondre ?» Réponse de Jean-Luc Mélenchon « Je ne sais pas si, comme Jésus sur la croix et ne pas répondre,
Je ne sais pas si Jésus était sur la croix. Ce que je sais, c'est que s'il y était, c'est que ce sont ses compatriotes qui l'y ont mis. Donc il fait le lien, lui, Jean-Luc Mélenchon, entre le peuple déicide d'hier et le peuple génocide d'aujourd'hui. Et Ouria Boutelja dit que c'est une très belle prise de guerre. Ouria Boutelja qui proclame « on ne peut pas être israélien innocemment ». Donc, mais maintenant, effectivement, il s'est pris au jeu. Et donc, il est devenu le Pen de la politique contemporaine, avec son Glucksmann, avec son Epstein pour Epstein. Il écorche les mots, c'est du Durafour crématoire d'extrême gauche. En plus de cela, si vous voulez, antisémitisme électoral puis sincère, francophobie déchaînée. On ne doit plus parler français. Le français, c'est fini. La langue française, c'est fini. On doit parler créole. Voilà comment c'est écrit. Vous exagérez un petit peu, là, non Comment ? Il n'a pas dit qu'il fallait parler créole. Il a dit la nouvelle langue, ce sera le créole. Et il dit aussi, il en appelle au nouveau peuple, à la nouvelle France. Voilà. Il utilise l'expression de grand remplacement. Et aucune vague d'immigration ne s'est jamais considérée comme la nouvelle France. Moi, je suis un enfant d'immigrés. Mes parents ne me disaient pas, en se frappant la poitrine, nous sommes la nouvelle France. Pas plus les Juifs que les Polonais, que les Italiens, etc. C'est absurde. Mais c'est effectivement ce dans quoi on voudrait éduquer les immigrés et les enfants d'immigrés. Vous êtes la nouvelle France, celle d'avant. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon proclame que ce sont les Français de souche, les Français d'origine française, qui sont aujourd'hui un problème pour la cohésion nationale. Donc il en appelle au nouveau peuple pour accéder un jour à la fonction présidentielle. Alors, le portrait que vous faites est sans appel. La question que je me pose, dans le paysage médiatique et politique, Mélenchon ne sera jamais diabolisé comme Le Pen le fut autrefois, vous l'avez dit. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que pour plusieurs, et je ne parle pas de Mélenchon ici, mais de ses futurs alliés socialistes, ses futurs alliés écolos, ses futurs alliés communistes, et tous ceux qui considèrent qu'en dernière instance, mieux vaut LFI que le RN, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'adhésion ou de sympathie ou d'acceptation du discours de Mélenchon, même si on trouve qu'il va peut-être un peu loin en rhétorique? Écoutez, ce que je crois, c'est que si Mélenchon est au deuxième tour, il fera un score presque aussi lamentable que celui de Le Pen au deuxième tour en 2002. Beaucoup de Français diront non. Certains iront jusqu'à voter Bardella, d'autres s'abstiendront. Cela étant, oui, une partie de la gauche, par antifascisme, se laissera tenter et dire on veut éviter... François Hollande, par exemple. François Hollande dit clairement Mélenchon n'est pas un ennemi de la République. Donc si c'est Hollande, il préférait que ce ne soit pas lui. Mais un François Hollande, devant tout ce que vous dites, en dernière instance, ça ne l'empêche pas de dire Mélenchon, c'est moins pire que l'autre. Et même Jérôme Guedj, dont vous parliez tout à l'heure, a dit en cas de match Mélenchon, je voterai quand même Mélenchon, alors qu'il le traite d'antisémite. Est-ce qu'il le redira? Nous verrons. Mais je pense aussi que ça tient à Israël. C'est-à-dire, beaucoup de gens, au-delà du cercle de Mélenchon, pensent en effet qu'il y a eu un génocide à Gaza. Et donc, si vous voulez, la mobilisation contre les sionistes génocidaires trouve des échos dans une partie de l'opinion qui est des responsables politiques, qui va hélas au-delà. Mais vous ne pensez pas que c'est surtout l'effet d'une forme d'antifascisme de carnaval qui consiste encore à faire le coup Bardella, Le Pen égale danger, extrême droite méchant? Bien sûr, c'est Hitler. Mais dès lors qu'on hitlérise le RN, à la fin, on finit par embrasser Mélenchon. Oui, vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Mais de ce point de vue, est-ce qu'il ne faut pas en finir une fois pour toutes avec cette fascisation, extrême droitisation, hitlérisation du RN? Il y a un travail intellectuel à faire sur l'antifascisme théâtral d'aujourd'hui et sur l'antiracisme idéologique qui empêche de réfléchir.
notamment à propos de l'immigration. Ça, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on en voit encore un exemple avec l'affaire Canal+. Un certain nombre de cinéastes ont écrit contre Bolloré, contre la colonisation fasciste, crypto-fasciste de l'univers par Vincent Bolloré. Ce sont leurs propos. Hein. Oui, ce sont leurs propos, bien sûr, oui, entre guillemets. Maxime Saada, qui préside aux destinées de Canal+, à dire « je me suis fait insulter, donc je ne leur donnerai plus d'argent ». Et tout d'un coup, ça y est, l'antifascisme est à nouveau à nos portes. La CGT Spectacle et la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme créée au moment de l'affaire Dreyfus, vous vous rendez compte, la Ligue porte plainte. Mais je veux dire, Maxime Saada ne peut pas se faire insulter et traiter de fasciste sans réagir. Le fascisme, c'était quand même le mouvement totalitaire. Oui, parce qu'en gros, ça consiste à dire je vous traite de fasciste, vous dites en échange je ne vous financerai plus, emploi à vote doublement fasciste. Voilà, exactement. Donc, je réclame à la fois le droit d'avoir votre argent et de vous insulter tout à la fois. Et de vous insulter, oui, ça, il faut choisir. Il faut choisir. Donc, tout ça me paraît très théâtral. Pour en revenir d'ailleurs à cette affaire, j'ai jugé indigne et scandaleuse l'éviction d'Olivier Nora, de Grasset. Ça ne se fait pas comme ça, ce n'était pas mérité. Je comprends. C'est votre opinion, Alain Finkielkraut. Je comprends. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est mon opinion et je la partage. Oui, je connais cette expression. Je la partage. Oui. Donc, je comprends l'émotion d'un certain nombre d'auteurs qui ont été aidés par Olivier Nora, mais je ne suis pas la grande kermesse antifasciste, d'autant plus que dans le milieu culturel, dans le milieu médiatique, dans le milieu de l'édition, nous ne sommes pas menacés par le fascisme, le crypto-fascisme. C'est la gauche, et quelquefois l'extrême gauche, qui est en position dominante. Mais pourquoi, Alors, pourquoi sachons raison garder. Alain Finkielkraut, pourquoi est-ce que pour être cinéaste, pour être auteur, pour être romancier, il faut avoir son ticket de gauche? Pourquoi c'est comme ça? Ah, ça, je pense que d'abord, c'est pas tout à fait vrai non plus. On n'a pas besoin de tickets. Moi, j'ai beau dire que c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Je suis considéré comme un homme de droite et j'arrive à publier mes livres. Mais vous n'êtes plus 50 éditeurs. Mais vous n'êtes plus le bienvenu dans le monde. Et par ailleurs, vous sentez le besoin de dire que vous êtes encore de gauche quand même un peu. C'est pas le besoin. Vous avez le besoin de dire que vous êtes un homme formidable, que vous avez toujours été à droite, Mathieu Bocoté. Moi, je pense que la gauche, c'était la laïcité. La laïcité pour la gauche aujourd'hui, c'est effacer ce qui reste de marque chrétienne en France. Et pour le reste, vive le foulard islamique à l'école, vive la baya. C'est dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie. La gauche, c'était l'école. La droite, c'est toujours foutu de l'école. La gauche, c'était l'école. Et maintenant, l'école est détruite par l'abandon de l'exigence et de l'excellence au nom d'une idée absurde de l'égalité. La gauche, c'était les classes populaires. La défense des classes populaires. Maintenant, on l'a dit avec Mélenchon, c'est les quartiers populaires, les classes populaires et leur angoisse existentielle sont laissées à elles-mêmes, abandonnées par la gauche au Rassemblement national. Voilà pourquoi je dis ce que je dis. Cela est Alain Finkielkraut est l'invité du grand rendez-vous. C'est l'heure, mais on se retrouve dans quelques instants. Soyez patients. À tout de suite. Alain Finkielkraut, toujours invité du grand rendez-vous ce dimanche. Vous avez vu la victoire du RC Lens en Coupe de France, une victoire footballistique, mais une victoire d'un peuple, d'une nation, d'une ville, de supporters qui s'est fait sans heurts, où il n'y a pas eu de casse, où il n'y a pas eu de voitures de police qui ont dû intervenir. Quelle est votre réaction aujourd'hui, alors que on pourrait faire la comparaison avec la Ligue des Champions et la victoire en demi-finale du PSG? Ah oui, devant les violences commises par certains supporters, notamment ceux du PSG, mais aussi ceux qui envahissent les stades quand leur équipe n'est pas bonne, j'ai eu envie de penser que même les supporters, c'était mieux avant. Et là, je consolidais ma réputation de scrogneux. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Le hooliganisme, ça existe depuis longtemps, effectivement. Oui, mais là, j'ai fait vraiment le vieux schnock.
mais j'allais au match au Parc des Princes avec mon père. Et quand j'y allais avec mon père, j'étais un petit garçon, donc c'était le Racing Club de Paris qui jouait. Les grands matchs, c'était Racing contre Stade de Reims. Et figurez-vous, les supporters du Racing applaudissaient les belles actions du Stade de Reims. C'était comme ça. C'était comme ça. Ça existe encore au tennis, ça. Oui, ça existe au tennis, j'avais raison. Mais Lens m'a évité d'être totalement has-been. Parce que j'ai vu des images des supporters lensois qui accueillaient leur équipe au retour du grand match contre l'OGC Nice. Et il y en a eu un notamment, les larmes aux yeux, qui a dit « Mon grand-père était mineur, j'aurais voulu qu'il voie ça. » C'était mineur. Là, j'étais très ému. Pas la moindre violence, pas le moindre souci. Voilà. C'est simplement une grande émotion pour un peuple, en effet, qui se trouvait reconnu à travers cette victoire. Ça veut dire que ça peut donner l'exemple pour la France de demain. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a changé à Paris, puisque vous disiez que vous y alliez quand vous étiez enfant ou jeune, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque? Écoutez, beaucoup de choses ont changé, mais il faut le reconnaître et mettre les pieds dans le plat. La population a changé. C'est-à-dire, lors d'une victoire du PSG, il y a quelques années, on a eu des émeutiers ou des manifestants qui marchaient sur des voitures en criant « Français, Français, on t'encule ». Donc, c'est à cela que nous assistons aujourd'hui, à un phénomène, disons, sécessionniste. Et il est très difficile d'en parler à cause de cet antiracisme auquel je faisais allusion tout à l'heure. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons évidentes, on a réaffirmé le grand principe de l'égale dignité des personnes. Mais ce principe lui-même est devenu fou, c'est-à-dire au nom de l'égale dignité des personnes, certains considèrent aujourd'hui comme discriminatoire la distinction entre autochtones et étrangers. Ils prônent donc l'hospitalité inconditionnelle, ils sont des adeptes du sans-frontiérisme. Et ça, c'est effrayant. C'est-à-dire que l'angoisse existentielle de ces Français qui réclament le droit à la continuité historique, non seulement n'est pas prise en compte, mais elle est calomniée, elle est criminalisée. Et là, il faut rappeler Jean-Jacques Rousseau, comment les hommes l'aimeraient si leur patrie n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers et qu'elle ne leur offre que ce qu'elle ne peut refuser à personne. Jean-Jacques Rousseau, et je voudrais citer aussi un grand philosophe américain que Mathieu Bocoté doit connaître, Michael Walzer. Et il est à gauche, lui. Hein. Oui, bien sûr. Ça, une gauche comme la vôtre. Il est très à gauche. Et il a écrit un livre admirable qui s'appelle « Sphère de justice ». Et il dit ceci, Michael Walzer, « Sans une politique d'admission et d'exclusion, il ne pourrait pas y avoir de communauté de caractère historiquement stable, des associations continues d'hommes et de femmes, spécialement engagés les uns avec les autres, et ayant un sens spécifique de leur vie en commun. » Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Il faut le maintenir et c'est rendu très difficile. Et donc, on voit quelques symptômes, quelques résultats avec notamment ces émeutes de pseudo-supporters. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, est-ce qu'on n'est pas passé à l'étape suivante aujourd'hui, une forme d'esprit de conquête? Quand on entend parler de la Nouvelle-France, quand on voit certaines villes conquises par LFI, avec cette idée que désormais nous sommes chez nous. Je crois que c'est le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui dit il y a la population historique de Saint-Denis qui veut voir son identité respectée globalement. Donc c'est une utilisation de la rhétorique du droit à la continuité historique, mais pour les populations issues d'immigration, contre l'ancienne France, la France d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retournement? Bien sûr, notamment chez Bali Bagayoko, parce qu'il dit nous accueillons les gens à Saint-Denis, mais pour peu qu'ils épousent la communauté de destin des habitants de cette ville. La communauté de destin, c'est un terme forgé
par la gauche autrichienne au début de ce siècle. Et à côté de ça, ça désigne d'abord la nation. Et tout d'un coup, c'est les habitants de Saint-Denis. Et d'ailleurs, lors de l'élection du maire, ses partisans à l'hôtel de ville scandaient « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Nous ne sommes pas... Aucune solidarité, bien entendu, avec le peuple ukrainien agressé, aucune solidarité avec les Iraniens après une répression de 2 jours qui a fait 40 000 morts, mais nous sommes tous des enfants de Gaza. Message adressé aux sionistes génocidaires qui continuent d'habiter la ville. Mais bientôt, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est vrai, vous avez raison. Mais évidemment, quand vous avez en plus la France insoumise qui dit « vous êtes la nouvelle France », aucune perspective même d'assimilation, ni même d'intégration, est proposée aux habitants. Mais c'est même l'assimilation inversée. C'est une forme d'assimilation inversée. C'est aux vieux Français, aux Français dits de souche, de s'assimiler à la France, à la nouvelle France. Bien entendu. Je pense d'ailleurs qu'il y a des nouveaux arrivants et leurs enfants qui ne souhaiteraient rien tant qu'une vraie assimilation de la culture française. C'est ça, s'assimiler. C'est pas se fondre dans la masse. C'est assimiler une culture et une histoire. Et pourquoi pas? C'est ce qui m'a été demandé, moi aussi, sans indulgence particulière pour la France, puisque mon père a été déporté de France. Donc la méfiance pouvait s'accorder très bien avec le souci d'assimilation. Et ça devrait être la proposition que l'on fait aujourd'hui aux nouveaux arrivants et à ceux qui les suivent. Mais que vous a inspiré justement l'étude de l'Institut de la démographie cette semaine, qui dit que 41% des Français sont des fils, petits-fils, conjoints d'immigrés, et la réponse ce matin aussi, pas seulement à ça, mais d'une manière plus générale sur l'immigration de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, question qui devrait être tranchée à la prochaine présidentielle, dit Gérald Darmanin. Il propose de surcroît de délivrer des titres de séjour pour le travail, mais sans droit au regroupement familial. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense d'ailleurs qu'il s'aligne, ce faisant, sur la politique suivie par la social-démocratie danoise. Je pense que ce droit à la continuité historique, pour reprendre une expression commune à Ortega y Gasset et à Simone Veil, ça devrait être une cause transpartisane. C'est possible pour vous d'arrêter l'immigration pendant 3 ans? C'est faisable? Je ne sais pas, c'est au gouvernement de le voir. Il est important de donner ce signal pour permettre d'ailleurs une meilleure intégration de ceux qui arrivent. Pendant 3 ans, ça vous paraît réaliste? Ça me paraît nécessaire en tout cas. Ça me paraît nécessaire. C'est le seul moyen d'ailleurs d'assurer l'intégration, parce que nous sommes à la lutte des classes a succédé la fracture française. Il faut répondre à ce problème. Et 2 causes devraient être transpartisanes, celle-là, absolument celle-là, sur le modèle du Danemark, et la cause de l'école. La refondation de l'école s'impose après 50 ans de réformes démagogiques et absurdes qui ont mis l'école par terre. Refonder l'école, reprendre la maîtrise des flux migratoires. François Bayrou, Premier ministre, a parlé de sentiment de submersion migratoire, et les socialistes ont lancé contre lui une motion de censure pour s'être exprimé en ces termes. Donc, il faut que la gauche se réveille. L'antiracisme, qui est évidemment une cause indispensable, ce n'est pas ça. Mais vous dites qu'il faut que la gauche se réveille. Mais si on croit qu'il y a une forme de continuité minimale dans les comportements politiques, elle n'est pas à la veille, à tout le moins en France, d'adopter le discours qui est le vôtre. Donc, est-ce qu'à certains égards, et je le dis sans vouloir vous y pousser, ce que vous souhaitez aujourd'hui, des gens le disent, on appelle ça la droite? Ah ben moi, ce que je souhaiterais, après l'intermède, comment dire, illusoire du dépassement du clivage droite-gauche et du en même temps, c'est une renaissance d'une droite forte de ses convictions et d'une gauche social-démocrate. Nous n'en sommes pas là. La gauche social-démocrate plie aujourd'hui sous le joug de la France insoumise. Quant à la droite forte de ses convictions,
elle est faible des rivalités de personnes. Bruno Retailleau, talonné par Laurent Wauquiez. Donc tout ça est, à mon avis, très triste. Oui, mais il y a une différence. C'est-à-dire, d'un côté, vous dites qu'il y a une gauche qui s'est éloignée sur le fond des choses de ce que vous souhaitez. Vous dites, si je comprends bien votre discours, à droite, vous vous retrouvez peut-être plus intellectuellement, mais ils sont divisés politiquement entre différents candidats. Mais en dernière instance, l'homme de gauche que vous êtes, je ne dis pas que vous êtes de droite aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes circonstanciellement un peu à droite? Peut-être. Vous savez, il y a cette phrase d'Emmanuel Berne, qui se cramponne à quoi que ce soit est de droite ou le risque. Alors il est vrai que je me cramponne à la langue française, moi, qui est dans un état lamentable. Je me cramponne à la culture, je me cramponne à la civilisation du livre. Vous prenez le train aujourd'hui, et ça m'est arrivé récemment, vous traversez le wagon, personne, vieux ou jeune, ne lit. Portable ou ordinateur. C'est universel. Et intelligence artificielle pour tout le monde. Et maintenant, l'intelligence artificielle. On peut lire sur un ordinateur. J'ai toutes les raisons de me cramponner. J'ai toutes les raisons d'être conservateur, de vouloir préserver l'essentiel de notre civilisation. Donc, si vous voulez me pousser dans mes retranchements, oui, je n'hésiterai pas à voter à droite, tout en souhaitant qu'une gauche digne réapparaisse aujourd'hui. Est-ce qu'elle va réapparaître, cette gauche digne, cette gauche social-démocrate? Quand on les voit aujourd'hui, ils se déchirent, Boris Vallaud, Olivier Faure, François Hollande. Est-ce que c'est pas un vœu pieux, cette résurrection de la gauche? Il faut compter aussi Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj, d'ailleurs, qui s'est porté candidat. Tout ça est assez triste, mais cette gauche social-démocrate devrait pousser plus loin et relire Kolakowski et dire qu'elle est conservatrice, libérale et socialiste. Alors, on va marquer une nouvelle pause, Alain Finkielkraut, dans notre entretien, et on revient dans un instant. À tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous avec Alain Finkielkraut, qui publie Le cœur lourd. Alors, je le disais, les faits d'actualité mènent à votre livre, le livre mène aux faits d'actualité. Vous vouliez revenir sur l'affaire Patrick Bruel, qui est hautement médiatisée ces dernières semaines. Alors, je veux y revenir de manière paradoxale, parce que je voudrais nous inviter tous, intellectuels, journalistes, politiques, à nous taire. C'est ça. Parce qu'il y a un temps judiciaire à respecter. Voilà. C'est-à-dire, des plaintes ont été déposées. À la justice, il revient maintenant de faire son travail. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ce qui me fait très peur, c'est de voir le tribunal populaire, par médias interposés, préempter et remplacer le tribunal judiciaire. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées, c'est une terrible régression. Et surtout quand on voit des animateurs, après des débats ou après des reportages, nous rappeler la bouche en cœur que Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé pendant une demi-heure, mais il est présumé innocent. S'il est présumé innocent, la ferme. Moi, je n'ai pas d'avis. Je ne peux pas. J'écoute les plaintes, je lis aussi ces protestations d'innocence. Je ne suis pas en masure. Mais quand j'entends le maire de Paris, tout d'un coup le nom m'échappe. Emmanuel Grégoire, inviter Patrick Bruel à mettre sa carrière entre parenthèses. Je voudrais demander, lui, de mettre sa carrière entre parenthèses tant que la lumière ne sera pas faite sur les conditions de recrutement par la mairie de Paris des animateurs du périscolaire. Voilà. On pourrait dire ça aussi. Donc, toutes ces... J'ai même entendu Marine Le Pen s'exprimer sur l'affaire Bruel. Ça va de Yael Braun-Pivet à Marine Le Pen, en passant par un certain nombre de maires. Donc, ça suffit comme ça. Mais en tenant ces propos, est-ce que vous n'avez pas donné l'impression que vous ne voulez pas entendre la voix des victimes de déjà J'entends la voix des plaignantes. J'entends la voix des plaignantes. Nous saurons, après enquête, si elles sont des victimes. J'entends leur voix et je ne veux pas la sous-estimer. Voilà pourquoi je ne prends pas parti pour Patrick Bruel. Ça n'aurait strictement aucun sens. D'autant plus que je l'ai peut-être croisé une ou deux fois, mais je ne le connais pas. Donc,
serait absurde de faire cela. Mais l'idée que les plaignantes sont des victimes parce qu'on vous croit, non. La justice, ce n'est pas cela. Et puis alors, autre chose, il y a une montée en puissance du discours qui voudrait lever la prescription. D'ailleurs, Gérald Darmanin, notre ministre de la Justice, semble suivre le mouvement. Mais la prescription, c'est pas pour rien. La prescription, ça veut dire qu'après un certain temps, l'établissement des preuves est très difficile. Ça veut dire aussi qu'il faut que les parties soient contemporaines pour éviter notamment les anachronismes. Et alors, il y a une exception, le crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les accusés de violences sexistes et sexuelles et les participants à la Shoah soient mis sur le même banc d'infamie. Ce serait ça un progrès de la conscience universelle? Non. Donc voilà. Mais encore une fois, je ne parle que pour nous inviter tous au silence. Alain Finkielkraut, vous qui avez connu une partie de la 4e République et l'entièreté des présidents de la 5e, il ne vous a pas échappé que dans un an, nous allons donc élire un nouveau président. Qu'à date, il y a une quinzaine de prétendants, que leur point commun, c'est pas de programme ou alors quelques bribes de programme. La promesse, pour eux, réside essentiellement dans leur personne. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oh, je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Bruno Retailleau, un programme. J'ai dit des bribes de programme, on n'a pas le programme entier. Mais j'imagine que Gabriel Attal, Édouard Philippe en auront un. Ce que je pense en effet, c'est que, comme en plus il n'y aura pas de primaire, nous vivons d'un trop-plein de candidats, ce qui fait que nous nous dirigeons en guise de clivage droite-gauche vers une opposition entre le Rassemblement national et la France insoumise, ce que je ne souhaite pas, mais et en plus, programme ou pas programme, je voudrais que la question de l'école et celle de l'immigration soient au cœur de la campagne, soit absolument au cœur de la campagne. C'est au cœur des propositions, l'école de Gabriel Attal, là, qu'il a formulé hier dans une interview. Oui, mais d'ailleurs, il a été un plutôt bon ministre de l'Éducation. Mais là, c'était Emmanuel Macron dans ses œuvres. C'est-à-dire, on nomme ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui était d'ailleurs pressenti par François Fillon. Celui-ci mène une politique de remise en ordre, si vous voulez, de réponse à l'idéologie, et tout d'un coup, il est remplacé par le contraire, Pape Ndiaye, c'est-à-dire un ministre, disons, plus ou moins woke. Et après, il y a Gabriel Attal. Gabriel Attal veut instaurer les groupes de niveau, c'est-à-dire, ben oui, c'est parce que s'il n'y a pas de groupe de niveau, on aligne les bons élèves sur le niveau des mauvais, etc. Et le niveau général s'effondre. Et Gabriel Attal choisit d'accepter de devenir Premier ministre. Il a eu tort, à mon avis. Et il est remplacé par Elisabeth Borne et d'autres qui détricotent complètement ses mesures. Et il y avait aussi l'interdiction de la baya. Donc on n'y comprend plus rien avec Emmanuel Macron. Et il serait temps de revenir à une politique décente sur l'école. Parce que sinon, le fossé entre le privé et le public va s'aggraver. Et effectivement, sous couleur égalitaire, les inégalités vont s'aggraver aussi. Alors, la présidentielle, je me permets de faire un détour. Il y a 45 ans, donc c'était l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. 45 ans déjà. Oui, comment dire, les choses se détruisent rapidement. Donc, il y a 45 ans, François Mitterrand arrive sous le signe de l'espérance, sous le signe que c'est l'homme qui porte les espoirs de la gauche. Aujourd'hui, la gauche est tout autre chose, peut-être. Mais je me demandais quel regard portez-vous sur l'évolution de la Ve République de Mitterrand à aujourd'hui, à la présidentielle qui vient. Quelles sont les lignes de fond de cette histoire dont nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à poursuivre ou à réfléchir? Je n'avais pas personnellement d'illusion particulière sur François Mitterrand quand j'ai voté pour lui. La création de SOS Racisme ne m'a pas enthousiasmé. J'ai vu le coup politique et j'ai vu aussi ce moment où la gauche abandonnait
le discours marxiste traditionnel de la lutte de classe pour l'opposition, pour l'antiracisme et pour l'opposition dominant-dominé. Donc, ça a commencé avec Mitterrand, mais qui, lui, alors, à la différence de Mélenchon, était totalement cynique. Donc, depuis lors, la gauche n'a pas trouvé son Mendès France. C'est tout ce qu'on peut dire. Non. Mendès France a pleuré à l'Élysée. On connaît l'accolade Mendès France-Mitterrand. Il était ému, mais Mitterrand n'a jamais été son successeur et Mendès France n'a pas eu de successeur. Donc voilà, je suis veuf d'une gauche dont vous me direz, Mathieu Bocoté, qu'elle n'a jamais existé. Ou qu'elle n'existe plus depuis très très longtemps. Sans doute. Mais alors, je me mets dans le signe de cette histoire 2027 présidentielle. Le véritable enjeu, vous nous dites, c'est l'immigration, c'est l'école. Oui. Je note que le RN aujourd'hui, quoi qu'on en pense, est le principal parti à poser la question de l'immigration au cœur du jeu politique. Qu'est-ce qui fait qu'en dernière instance, ce parti demeure, selon vous, d'une autre nature, qui rend inimaginable pour vous d'un jour de dire c'est un parti comme un autre et on peut voter pour lui sans mauvaise conscience? Ce n'est pas un parti d'une autre nature. Et s'il est élu, je crains beaucoup non pas les fascistes, mais les antifas. Car ils vont se répandre dans les rues, ils vont occuper les universités, les théâtres, et ça risque de durer très longtemps. Et puis il y aura aussi des listes noires dressées par certains journaux, des intellectuels qui ont fait le jeu du Rassemblement national en banalisant son discours. Et ne craignez rien, j'en ferai partie. Il n'en reste pas moins que le Rassemblement national m'inquiète. Il m'inquiète pour son programme politique, notamment Marine Le Pen qui refuse d'entendre parler d'autre chose que la retraite à 60 ans. Et il m'inquiète en politique étrangère pour ce qui demeure, en dépit de tout, son troupisme poutinien. Et c'est vraiment l'élément paradoxal et fascinant de toute cette partie de la droite, qu'on appelle l'extrême droite, qu'elle revendique le souverainisme et qu'elle s'agenouille devant l'Empire russe. Comme s'il n'y avait qu'un seul empire, aujourd'hui, l'Union européenne. Et vous voyez des maires du Rassemblement national, courageusement, qui enlèvent de leur mairie ou de leur hôtel de ville le drapeau européen. On ne se laissera pas faire par l'Empire de Bruxelles, mais on va faire des mamours à Poutine. Tout cela me dérange. Mais on absolument. peut n'avoir aucune sympathie pour Poutine et en même temps, sur un autre registre, ne pas avoir de sympathie pour Bruxelles. Donc on peut dire globalement, certainement pas Poutine, mais d'un point de vue français, je préfère la souveraineté française à la souveraineté bruxelloise. Je n'ai pas vu de drapeau russe sur les mairies dont vous parlez, Alain Finkielkraut. Peut-être, vous avez raison. Ah, plus que mais peut-être, certainement. Cela étant, je ne mettrai jamais sur le même plan l'Union européenne Évidemment. et la Russie. Et ça va de soi. L'Union Mais on européenne peut... n'est pas un empire. Mais L'Union personne ne le européenne. fait. Et puis de toute façon, c'est pas tant l'Union européenne qui pose un problème. Aujourd'hui, à la politique française, c'est l'accumulation des cours suprêmes, comme l'a bien montré Jean-Éric Schuttel. C'est-à-dire, ce sont les cours suprêmes qui décident de la politique. C'est le Conseil constitutionnel qui invoquant le principe de fraternité, a fait de l'aide aux étrangers en situation régulière un délit. Et c'est aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui... Pour vous, Alain Finkielkraut, qui supprime qui rétablit les ZFE. les zones d'émission prioritaires. Et quand c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est les cours européennes des droits de l'homme. Le problème est là. Les politiques sont rendus impuissants par une accumulation de magistrature qui se croit tout permis. C'est le cadenas qui a encore fait ses preuves avec les ZFE, notamment. Voilà, c'est ce que je disais, pour absolument. revenir au Rassemblement national, à vous écouter, le Rassemblement national n'a pas vraiment changé ces dernières années. C'est ce que vous pensez? Si, je pense. Ah si, mais c'est ce que je dis. Je pense que l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Rassemblement national est significative. Si vous voulez, le cri de guerre d'une certaine gauche, ce n'est pas le fascisme ne passera pas, c'est le fascisme ne trépassera pas. Il faut avoir des ennemis fascistes. On a besoin de ça. Donc, quand ils se dédiabolisent, on dit non, c'est pas vrai. Non, on va vous prouver que ce n'est pas vrai. On va baisser les masques, etc. Oui,
le Rassemblement national a fait sa mue. Ce n'est plus un parti collaborationniste, c'est un parti pétainiste. Il ne faut pas le critiquer pour ce qu'il a été, il faut le critiquer, et vivement, pour ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on ne critique pas Alain Finkielkraut et on lit son livre, Le cœur lourd, chez Gallimard. Très bonne journée à tous sur CNews et sur Europe.